Bonjour à tous. Je voulais quand même vous dire, avant de commencer, tout le plaisir que j'ai d'être ici pour la 10e édition du festival America. Je suis moi-même, non pas libraire, mais cofondatrice d'un autre festival, Étonnant Voyageur à Saint-Malo, d'où le lapsus de tout à l'heure, qui a 32 ans, le festival Étonnant Voyageur. Et si je vous en parle, c'est parce qu'on a beaucoup de points communs. Étonnant Voyageur, c'est un peu le grand frère d'America, parce qu'on a les mêmes équipes régies, les mêmes équipes, le même service de presse, les mêmes équipes techniques qui s'occupent du salon du livre, et puis moi qui suis là depuis le début d'America aussi. Et pourquoi on a beaucoup de liens? C'est parce que Francis Geffard, créateur et fondateur de ce festival America, a d'abord œuvré chez nous, elle nous a beaucoup aidé quand on a fondé ce festival il y a 32 ans. Il nous a amené des auteurs extraordinaires et c'est pour ça, on a vraiment des liens très forts et je tenais à le souligner. Mais moi qui d'habitude anime le Café des libraires depuis 32 ans à Étonnant Voyageur, j'ai énormément de plaisir à être ici, non pas pour interviewer les auteurs, mais pour accueillir ceux qui vont le faire et accueillir des libraires, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour leur métier, pour le fait qu'eux aussi se mettent vraiment beaucoup à recevoir des auteurs et à animer des rencontres, et je trouve ça formidable. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Le Café des libraires, c'est un endroit où on essaye de vous mettre l'eau à la bouche pour vous donner envie de lire les livres des auteurs qui sont ici présents sur le plateau. Et on parle en principe de leur dernier livre édité, hein, le tout dernier édité, pas le dernier définitif, hein, le dernier qui a été édité. Donc je suis heureuse d'accueillir le libraire de la librairie 1000 pages, Simon Payen, que vous connaissez tous, je pense, cette librairie ici à Vincennes. C'est aussi le berceau de ce festival. Simon était déjà là avec moi il y a 4 ans pour animer son premier Café des libraires, au moment de l'ouverture, comme aujourd'hui décidément, et on se retrouvera dimanche soir, et encore une fois en plus, je crois, pour l'avant-dernier plateau. Alors on commence fort avec ce plateau intitulé Banalité du mal. Bon, on parle de violence, de drogue, de corruption. C'est pas un plateau où on parle de contes de fées, hein. Vous allez vous en rendre compte. Alors sur ce plateau, Emily, j'espère qu'elle va nous rejoindre dans un instant. Je vais commencer par présenter les autres auteurs pour commencer. Eduardo Antonio Parra, qui est interprété par Claudine Rimatei. Alors Claudine, je dois aussi mettre en valeur les interprètes. Vous savez que les interprètes qui sont ici sont à peu près tous professionnels, viennent tous ici bénévolement, par amour de la littérature, par amour du Festival America. Et ça aussi, je crois on peut le saluer. Donc ce sera Claudine Rimatei qui vient de Corse, avec un nom comme ça, c'est normal, qui vient de Corse pour faire l'interprète ici. Donc elle interprétera Eduardo Antonio Parra, qui est né à Monterrey au Mexique. Il s'inscrit dans la grande littérature mexicaine des Juan Rulfo, qu'on a déjà vu ici, et Carlos Fuentes. Ses nouvelles se situent dans la région frontalière du Nord, avec des villes comme Ciudad Juárez ou Monterrey, dont il est originaire. Il a reçu le prix Antonin Artaud en 2009 pour les limites de la nuit. Et là, il va nous parler, ah ben voilà Emily qui arrive. Il va nous parler de son dernier livre qui s'intitule El Eden, qui est paru chez Zulma en 2021, qui a été traduit par François-Michel Durasso. Et voilà, et il va parler encore de ces villes qui, dit-il, engendrent l'apparition des animaux nocturnes assoiffés de sang. Ça me met tout de suite dans l'ambiance. À côté d'Eduardo Antonio Parra, il y a Kevin Lambert. Alors Kevin Lambert a grandi à Chicoutimi, au Québec. Il suit des études de création littéraire à l'Université de Montréal. Il est très impliqué dans la scène littéraire québécoise. Il a été libraire.
Vous avez été libraire, Kevin, à la librairie qui porte un très joli nom, je trouve, le Port de Tête. C'est une librairie qui est à Montréal. Vous participez à des revues et à plusieurs émissions sur chroniques. Vous faites des chroniques sur Radio-Canada. Voilà, votre livre dont nous allons parler aujourd'hui s'intitule « Tu aimeras ceux que tu as tués », paru au Nouvel Attila, septembre 2021. Quand vous le voyez avec son petit visage tout doux et tout ça, vous vous dites « Oh, il doit être gentil ». Il est sûrement gentil, mais alors ce qu'il écrit, vous allez vous en rendre compte. Et puis Émilie, ma chère Émilie, qui nous a rejoint. Merci Émilie d'être avec nous, qui est hantée par le mal de son pays. Elle brise le silence, elle raconte Haïti et sa capitale, Port-au-Prince, sans détour. Émilie y est née, elle y vit toujours, et malgré les difficultés, elle ne craint pas de prendre des responsabilités. Elle a dirigé la Bibliothèque nationale, elle est actuellement ministre de la Culture. Émilie, prophète et romancière, poète, journaliste. Elle a aussi été directrice déléguée en Haïti du Festival Étonnant Voyageur. C'est un festival qu'on a fait pendant plusieurs années là-bas, que malheureusement on ne peut plus faire pour le moment. Le livre dont elle va parler s'intitule « Les villages de Dieu ». Il est paru aux éditions Mémoire d'Encrier en 2021. Et c'est un livre qui a obtenu le prix FEDCAN Maryse Condé en 2021, la mention spéciale du prix Carbet de la Caraïbe. Et Émilie a aussi reçu le prix du rayonnement de la langue française par l'Académie française. Son livre a beaucoup marqué son amie Dany Laferrière, qui en a fait une très très belle critique. Mais on va le découvrir dans un instant. Voilà Simon, moi j'ai fini, c'est à toi de jouer. Merci Maët. Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver et d'ouvrir le bal du Café des libraires. Une vie rude appelle un langage rude. Et c'est ce que peut être la poésie. C'est ce qu'offre la littérature, un langage suffisamment fort pour dire cette vie rude. Ces mots sont de Jeanette Winterson, une romancière anglaise, et je pense qu'ils permettent d'illustrer cette banalité du mal et ce que peut faire la littérature de cette banalité du mal dont nous allons parler pendant une heure, à travers 3 romans qui, vous le verrez, ne se contentent pas de raconter ce mal, de le dépeindre, mais permettent par la littérature de le transformer. Je suis ravi d'être si bien entouré autour de 3 livres, comme l'a dit Maët, qui en effet parlent de la destruction, de la corruption, de la terreur. En fait, ils parlent simplement de ce que sont nos sociétés aujourd'hui. Et 3 livres qui, je dois le dire, m'ont ébloui. Alors bonjour, Émilie Prophète. Bonjour. Bonjour, Kevin Lambert. Bonjour. Et bonjour, Eduardo Antonio Parra. Merci beaucoup d'être présent et présente à ce festival. Commençons tout de suite avec vous, Eduardo Antonio Parra, dans El Éden, donc roman noir, violent, puissant. On va suivre un jeune homme, Dario, accoudé au bar, à boire des seaux de bière avec son ancien professeur qu'il retrouve dans cette cantine de Monterrey, et ils vont ensemble se remémorer 2 nuits de massacres perpétrés, 2 nuits absolument terrifiantes, dans lesquelles Dario, plutôt que de faire comme lui indiquait son portable après un texto de la police, c'est-à-dire de se réfugier, de se mettre sous son lit et d'attendre, erre dans les rues à la recherche de Norma, son amoureuse, et de Santiago, son plus jeune frère. La construction de votre roman est très originale. Aucun chapitre, aucun tiret, pas de guillemets, un seul bloc, comme si vous aviez voulu, vous aussi, faire plonger le lectorat dans les souvenirs en apnée de Dario. Pourquoi avoir choisi cette structure romanesque-là ? Buenas tardes, estoy feliz de estar aquí en Banzán. La estructura la escogí así precisamente porque creo que era la más compacta, y como todo ocurre durante una sola noche, tenían que estar los 2 personajes conversando en la cantina, y a partir de ahí echar a volar todos los recuerdos, traer todos los recuerdos de aquella noche infernal que les tocó vivir, o de las noches infernales que les tocaron vivir. Voilà, là vous m'entendez ?
Alors d'abord, bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je vais répondre à votre question. Pourquoi cette structure très compacte? Parce qu'en fait, tout se déroule en une seule nuit. Donc je voulais vraiment faire ce bloc. C'est la confrontation entre deux personnages qui discutent effectivement auprès de seaux de bière et qui commencent à se souvenir de cette nuit infernale, ou plutôt de ces nuits infernales qu'ils ont vécues. Son dos personajes que están recordando lo que ocurrió 9 años antes, cuando se llevó a cabo la destrucción de su pueblo en una guerra, en un enfrentamiento entre dos organizaciones criminales. La novela, desgraciadamente, está basada en un hecho real, pero por supuesto es ficción, ¿no? Yo quería que los recuerdos de los personajes fluyeran a partir de esa noche y a partir del alcohol que están bebiendo. Alors effectivement, c'est l'histoire de deux personnes qui se souviennent d'une nuit abominable qui a eu lieu 9 ans avant. C'est une nuit où ils ont été les témoins de la destruction totale de leur village à cause de la guerre entre deux gangs, deux organisations criminelles liées à la drogue, bien évidemment. Et le roman, malheureusement, part d'un fait réel, c'est-à-dire que ça a existé véritablement, mais ça reste quand même une partie de fiction. Votre roman s'appelle El Eden dans sa traduction française, mais le titre original est Laberinto, le labyrinthe. Qu'est-ce qui est labyrinthique dans ce roman? Est-ce que c'est l'ivresse de Dario? Est-ce que c'est ses souvenirs? Ou alors peut-être son désir, on va en parler après, qui semble sans limite? Laberinto vendría siendo el simbolismo de varias cosas. Para empezar, el pueblo, cuando llega la noche, los delincuentes cortan la luz en todo el pueblo, y un pueblo sin luz, aunque lo conozcas perfectamente, es un laberinto, que es lo que le pasa a los personajes. Esa es una. Siempre he pensado que también simboliza un poco el laberinto en el que está envuelto el país, México, el laberinto de violencia en el que vive actualmente, que todavía no se encuentra la salida. Yo espero que sí haya una salida, pero todavía no lo encuentra ni el gobierno ni la sociedad. Principalmente esas dos cosas. Alors, le mot labyrinthe fait référence à deux choses. Je voulais d'abord symboliser un village comme le nôtre, El Eden, où les gangs ont l'habitude de couper la lumière complètement la nuit. Et un village dans le... Même si vous le connaissez très bien. Merci, Maître. Un village complètement dans l'obscurité, même si c'est votre village et que vous le connaissez très bien, devient très rapidement un labyrinthe. Et je voulais faire référence aussi, malheureusement, au labyrinthe qui est devenu le Mexique, le pays tout entier, labyrinthe de la violence dont on n'arrive pas à voir la sortie, à trouver la sortie, ni le gouvernement, ni la société. Et j'espère qu'un jour, on trouvera quand même la sortie. Votre personnage, Dario, il ne vit que dans le souvenir. Il est rescapé, mais pas tout à fait. Il a laissé une grande partie de lui-même ce soir de massacre. Ce qui me fait passer à Célia, c'est la flamme chez vous, Émilie Prophète, qui au contraire ne vit pas du tout dans le souvenir. C'est quelqu'un qui est extrêmement dans le temps présent, qui... j'allais dire le personnage principal, on pourrait presque dire l'héroïne, tant son indépendance, sa capacité de survie, son adaptation dans un monde extrêmement violent, marqué par les gangs, semble sans réelle limite, que ce soit en se prostituant au début, dans la cité de la puissance divine, en prenant des photos de ce qui s'y passe, en devenant une photoreporter, ou bien à la fin en devenant influenceuse, elle trouve systématiquement le moyen de s'en sortir et de porter à bout de bras Fredo, son oncle alcoolique qui revient d'un voyage aux États-Unis qui ne s'est pas passé exactement comme il l'aurait voulu. Dans votre roman, les femmes portent la cité et les hommes constituent les gangs et la détruisent. Oui, c'est cela. Désolée pour le retard, j'étais avec des scolaires qui avaient beaucoup de questions en face. Et
et ça a pris plus de temps que je ne le voulais. Oui, Célia, mais en écoutant par là, j'ai eu l'impression qu'il parlait de quelque chose que je connais bien, parce qu'il y a cette violence en Haïti et aujourd'hui plus que jamais. Donc Célia, c'est cette jeune port-au-princienne, il y en a tellement née dans ce quartier précaire, de ce quartier dirigé par les gangs et où tout le monde subit la loi des gangs, même l'État depuis quelque temps subit la loi des gangs. Donc Célia, elle cherche comment vivre et comment s'en sortir et elle finit par trouver sa voie. C'est-à-dire Célia nous raconte de l'intérieur comment ça se passe dans cette cité que l'on appelle une zone de non-droit, dans ces cités, parce qu'il n'y a pas que la cité de la puissance divine et les villages de Dieu, c'est une métaphore, parce qu'à côté, il y a beaucoup d'autres, on les appelle des ghettos, beaucoup d'autres cités où la religion est très présente, mais où il y a une très très grande violence. Tout le monde prie, tout le monde va à l'église, l'église c'est même le seul lieu de socialisation, mais il y a énormément de violence, on trouve des cadavres dans les corridors, les gangs s'affrontent entre eux, on tue, on brûle les corps, c'est extrêmement violent. Et Cécé, dans cette cité, elle regarde, elle nous dit ce qui se passe, elle va voir les chefs de gang, elle essaye de survivre, elle prend soin de son oncle qui a été déporté des États-Unis, parce que c'est une réalité à laquelle nous faisons face depuis plusieurs années, quand des Haïtiens ou même tous ceux qui vivent dans la région qui sont aux États-Unis, enfin qui ont été migrés aux États-Unis, quand ils commettent une infraction, après qu'ils aient purgé leur peine aux États-Unis, ils sont déportés dans leur pays d'origine. Et on se retrouve avec plus de criminels encore dans le pays, mais Fredo, lui, ce n'est pas un criminel, c'est quelqu'un qui n'a pas pu s'adapter. Voilà, cet Eldorado dont tout le monde parle, ces pays où tout va vite, où il y a énormément d'argent. Donc il n'a pas pu s'adapter, il n'a pas pu trouver sa voie, il n'a pas pu franchir les obstacles qu'il y a trouvé, parce que Fredo est parti, parce il a été représenté Haïti aux Jeux Olympiques d'Atlanta, et il n'est pas revenu. Il a cru, comme le font souvent les sportifs, intelligent de se sauver pour vivre aux États-Unis, et il n'a jamais pu s'adapter, et il revient dans son pays natal, il n'a rien et sa mère décède et donc sa nièce, sa petite nièce qu'il ne connaissait même pas avant qu'il ne parte, se retrouve à prendre soin de lui et Célia devient une influenceuse grâce à un téléphone portable et elle s'est prostituée pour acheter le téléphone portable et ça part comme ça malgré elle, elle devient influenceuse et elle nous raconte cette violence inouïe qu'il y a dans ces cités où l'État n'est pas présent, où il n'y a aucun service public. Et voilà, c'est des endroits sauvages où des gens plantent des maisons faites avec des matériaux précaires, souvent du plastique et du bois. Et elle est là. Elle essaye de s'en sortir et elle nous montre ce qui se passe dans ces cités-là, particulièrement la cité de la puissance divine. Vous parlez à juste titre de cette violence. Malgré tout, vous écrivez « Pour vivre dans la cité de la puissance divine, il fallait croire très fort au présent et l'inventer à chaque seconde. » Cette erreur est réelle, mais malgré tout, elle a une faculté, c'est la flamme, c'est lié à s'accrocher systématiquement au réel et à l'espoir qu'elle peut trouver, le maigre espoir qu'elle peut trouver. Comment est-ce qu'elle fait pour réussir à survivre jour après jour dans un environnement si violent? À chaque jour suffit sa peine. Voilà, il y a des jours où, au début, elle se réveille, elle n'a pas de quoi manger. Donc elle essaye, elle réfléchit, elle se demande quoi faire. Et en fait, Célia pour moi est typique de ces jeunes, parce qu'il y en a énormément en Haïti aujourd'hui, dans les quartiers précaires, qui essayent de vivre et qui sont aussi très violents, parce que nous avons eu des manifestations la semaine dernière extrêmement violentes en Haïti. Et c'était surtout des très jeunes personnes qui se retrouvaient dans
dans ces manifestations. Ce sont des jeunes qui se sentent largués, qui sont de fait largués et qui n'ont rien eu et qui n'espèrent rien. Donc Célia, elle est née dans ce quartier-là et elle a perdu sa grand-mère qui s'occupait d'elle. Elle avait perdu et sa mère, bien, elle ne l'a même pas connue. Et elle a le dur devoir de chercher la vie, comme on dit. Donc, et c'est tout à fait par hasard, voilà, parce qu'elle est très, très audacieuse, Célia. Et Célia, c'est beaucoup d'inconscience aussi, dont un féminisme totalement inconscient. C'est-à-dire, Célia ne peut pas théoriser sur ce que c'est que le féminisme, mais ses réflexions, sa manière de se voir, de voir les autres, nous montrent qu'elle est une vraie féministe, Célia. C'est une battante et Célia aussi, c'est cette proximité avec les chefs de gang, parce qu'elle est aussi à la limite de l'illégalité, certaines fois, Célia. C'est les chefs de gang et elle nous explique aussi ce phénomène de gangstérisation des cités et comment fonctionnent les gangs de l'intérieur. Comment à chaque fois, le chef de gang, il est assassiné par son plus proche lieutenant qui prend sa place. Et elle nous dit, il sait qu'il va mourir, il sait que ça ne peut pas durer longtemps, parce qu'il n'y a pas d'élection pour nommer un chef de gang, il faut le tuer pour prendre sa place. Donc c'est un cycle extraordinaire de violence et Célia nous fait vivre cela avec même de l'humour quand elle parle de Patience et la compagne du chef de gang, quand elle parle de Jules César, le chef de gang. Donc elle nous met au plus près de cette réalité extrêmement dérangeante et on arrive certaines fois, j'espère y être parvenu tout au moins, à trouver certains des chefs de gang sympathiques. C'est-à-dire, on voit son parcours et on comprend pourquoi cette personne est installée dans cette violence, veut terroriser les autres et n'hésite souvent pas à tuer quelqu'un avec lequel il vit, il partage sa vie de bandit. Dans vos 3 romans, les personnages principaux sont très jeunes. Dario a, je dirais, 23 ans. Cécile Laflamme, je pense qu'elle est tout juste majeure. Et chez vous, Kevin Lambert, Fall d'Histoire, le personnage principal de Tu aimeras ce que tu as tué, est extrêmement jeune aussi, je dirais préadolescent, il sort de l'enfance. Il est accompagné de ses camarades, Sylvie, Sébastien, Almana. Ils ont en commun de haïr la société dans laquelle ils vivent, étriquée, conservatrice, hétérosexuelle. Et surtout, au-delà de tout ça, extrêmement ennuyeuse. Ils détestent surtout Chicoutimi, la ville dans laquelle ils vivent, et ne rêvent que d'une chose, c'est de la voir en feu. En même temps, Chicoutimi n'est pas tendre avec eux, la ville leur rend bien, tout le monde meurt, broyé par une déneigeuse, transpercé par un crayon pointu, écrabouillé sur les glaces de la rivière Saguenay. Mais les enfants, pas les adultes, les enfants morts reviennent d'entre les morts parce qu'ils ont quelque chose à faire, ils ont une scolarité à terminer ou des gens à consulter. Vous dépeignez un monde où les mots ne sont pas assez, où la politesse et la mesure semblent périmées face à une absence de futur que seul l'apocalypse, quelque part, pourrait sauver. Pourquoi est-ce que, je l'ai dit, Fall d'Histoire, Almana, Sébastien, Sylvie sont tous très jeunes. Pourquoi avoir décidé de confier l'avant-garde de la lutte sociale aux enfants ? Pour moi, c'est un roman que j'ai écrit dans la veine de... En 2012, au Québec, il y a eu des grosses manifestations des étudiants contre la hausse des frais de scolarité puis pour la gratuité scolaire. Puis moi, le sentiment... Moi, j'avais 17, 18 ans à cette époque-là, puis j'étais très interpellé par ça. J'étais encore à Chicoutimi à ce moment-là, puis je voyais ça qui se déroulait à Montréal de loin, ça m'émerveillait. Puis, mais le sentiment que je garde de cette époque-là, c'est comment toute une société, finalement, dit à sa jeunesse « on ne veut pas vous entendre ». Ce pourquoi vous descendez dans
dans la rue, puis ce que vous demandez, ben nous, ça dérange notre trafic, ça bloque un pont un après-midi de temps, puis on est en retard au travail. Donc, on aime mieux que la police vous tape dessus, parce qu'il y a eu aussi de la répression policière. Bon, vous connaissez ça en France aussi, là, mais il y a eu de la répression policière très, très violente contre des gens qui avaient, un peu comme tu le disais tantôt, des gens qui avaient 15, 16, 17, 18 ans. Puis moi, ce mouvement social-là est venu comme sortir des souvenirs de mon enfance que j'avais oubliés, des souvenirs affectifs, des sentiments que j'avais vécus de vivre dans un monde qui ne voulait pas que j'existe, en fait. Parce que j'ai grandi comme un jeune enfant qui se questionnait sur sa sexualité, sur son identité de genre, dans une ville où l'insulte suprême, c'était le mot gay. Hein? C'était vraiment... quand j'étais enfant, quand on voulait dire qu'un truc était mauvais ou inintéressant ou stupide, on disait « c'est gay ». Puis donc, j'ai grandi, je pense, comme enfant, avec une difficulté de me reconnaître, avec seulement des étiquettes négatives, violentes pour me penser. Puis ça a créé en moi une sorte de colère, de sentiment de révolte qui était difficile à nommer parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette révolte-là en moi. Je pensais que j'étais défectueux. En fait, je me disais, j'ai un problème d'avoir cette espèce de frustration-là contre mes parents, contre l'école, contre la ville entière. Puis donc, les personnages dans mon livre sont un peu dans cette situation-là. Puis la ville qui détruit littéralement ses enfants vient un peu métaphoriser pour moi cette espèce, ce phénomène-là des sociétés actuelles qui en fait se révoltent contre leur jeunesse puis contre leur propre avenir dans un sens. Puis je trouve que c'est paradoxal que des sociétés puissent faire ça puis dire à leur avenir, on veut pas vous entendre puis on veut presque pas que vous existiez. La sauvagerie des cartels d'El Eden, chez vous, Edouard d'Antonio Parra, ou celle des gangs de Freddy, Jules César, Pierrot, semble relever de quelque chose du crime organisé, racket, terreur. Chez vous, Kevin Lambert, non. La sauvagerie ne relève pas d'un projet politique. Il n'est pas question de prise de pouvoir. Elle est au service de quoi, la sauvagerie des enfants de Chicoutimi? Elle est politique dans un sens parce que tout le mal que les enfants vont voir dans la société, ils vont le faire porter à la ville, puis ils vont décider de détruire cette ville-là pour justement un peu en finir avec toutes les structures qui les écrasent, qui les étouffent, puis qui sont liées à l'homophobie, qui sont liées à la misogynie, qui sont liées au racisme. Donc c'est politique parce que pour eux, c'est la seule manière de sortir de cette... Mais après ça, c'est vrai que c'est pas organisé, il y a quelque chose... Donc c'est un livre qui porte sur l'enfance, mais que j'ai voulu écrire aussi avec cette espèce de regard ou de souvenir assez cruel de l'enfance. Là, moi, j'ai aussi travaillé avec des enfants dans des camps de vacances, puis ça me frappe toujours comment... Puis c'est un truc qu'on voit pas tant que ça dans la fiction ou dans les médias, mais comment les enfants peuvent être méchants, peuvent avoir une sorte de jouissance aussi dans la destruction, dans la cruauté. Puis je voulais que le livre rende un peu ce sentiment-là de l'enfance qui prend aussi plaisir à détruire ses constructions, puis ce contre quoi on s'organise. J'allais dire, en écoutant Kevin parler, c'est vrai que face au rejet, on a envie de casser. Quand on a l'impression qu'on est rejeté, qu'on n'est pas accepté, qu'on n'est pas aimé, on a envie de tout casser. Et aujourd'hui, en Haïti, la majorité de la population a envie de tout casser. Parce que c'est un pays avec une histoire énorme, la guerre de l'indépendance, première république noire du monde, mais c'est un pays qui n'est jamais arrivé à faire la démocratie, voilà, à être dans une situation démocratique, parce que la démocratie implique de faire que chacun compte. Et voilà, dans les sociétés où il y a des sentiments d'inégalité, des sentiments de rejet, il y a toujours cette envie de détruire. Et Célia, dans les villages de Dieu, qui a eu un téléphone parce qu'elle a accepté d'aller dans un hôtel avec un vieux monsieur, à un certain moment, elle passe devant sa maison et elle réfléchit à y mettre le feu. Donc, elle aurait voulu mettre le feu dans cette maison où habite ce vieux monsieur. Donc, je comprends tout à fait ce qui a traversé, ce qui traverse, puisqu'ils existent, ils sont dans le livre, ils existent pour toujours, sans doute. Donc, ce qui traverse ces enfants qui veulent tout casser, mettre le feu, qui veulent tuer tout le monde, quoi. Mais c'est beau ce que tu dis, Emily. Puis moi, je trouve que
c'est très important, les identifications. Tu sais, comme humain, on fonctionne en s'identifiant, en se reconnaissant dans des rôles, dans des images. Puis je trouve que parfois, les gens qui sont rejetés, exclus, mis au banc par la société en viennent à s'identifier à leur rôle d'exclusion. Puis parfois répondre à la société en incarnant ce rôle-là. Donc c'est comme s'ils disaient, ben, vous arrêtez pas de me mettre à l'écart, ben, vous allez voir comment je suis capable aussi d'être contre vous, d'incarner ce rôle-là terrible, méchant, exclu, dans lequel vous me forcez. Rien à perdre. J'en parlais dans mon introduction, le désir est un des fils rouges de vos 3 romans, mais vous l'utilisez d'une manière extrêmement différente, surtout vous, Émilie Prophète. Et Eduardo Antonio Parra, le désir de Dario pour Norma semble sans limite de par la découverte du désir. Quelle place, d'un point de vue littéraire, pour le désir dans des sociétés où la violence prend tellement de place qu'on a l'impression qu'il ne reste plus de place disponible pour le désir? Yo creo que es un escape de alguna manera. Y en la novela, por ejemplo, Darío está pasando por una edad, no sé, 15 años, 16, en que está descubriendo el erotismo, que es justo cuando descubre la violencia que se le viene encima. Ahorita que estaba escuchando lo que decían aquí los colegas, en México, por ejemplo, también hay muchas ganas entre los adolescentes de destrucción. Pero ahí tienen que optar por ser víctimas o ser victimarios. La mayoría de los adolescentes, en vista de que no hay opciones de trabajo, no hay opciones de futuro, se convierten en sicarios de los cárteles de la droga. Pero bueno, al mismo tiempo, a la misma edad, 15, 16 años, es cuando empiezan a descubrir el erotismo. Entonces, en la novela, en el caso del personaje, Darío, es como un escape, como un descubrimiento del paraíso, del Edén, antes de conocer el verdadero infierno, que es la misma noche, o más o menos al mismo tiempo. Alors, je pense qu'en fait, le désir est une échappatoire. Dans mon roman, Dario, qui est âgé de 15-16 ans, découvre à la fois l'érotisme et la violence. Il faut dire qu'au Mexique, dans tout le pays, pas uniquement dans la région dont je vous parle, tous les adolescents ont une envie extrême de destruction. Après, il faut qu'ils choisissent entre être victime ou bourreau. Mais bien entendu, ils essayent de ne pas se donner à cette violence. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a aucun travail pour les jeunes. Donc leur seul échappatoire, c'est de devenir sicario, c'est-à-dire tueur à gages pour les cartels de drogue. Et une fois qu'ils ont mis le doigt dans cet engrenage, c'est très très difficile d'en sortir. Donc à 15-16 ans, comme mon personnage, il découvre l'érotisme, qui est une espèce d'échappatoire. C'est-à-dire que j'ai voulu montrer qu'il pouvait découvrir le paradis avant de découvrir et de tomber dans l'enfer total de l'Éden. Chez vous, Kevin Lambert, quelle place pour le désir dans ces sociétés rongées jusqu'à l'os par la violence? Comment est-ce qu'il appréhende le désir et qu'il le découvre à l'histoire? Moi, pour moi, il y a 2 aspects du désir qui m'intéressent, puis je pense que c'est le même désir, en fait. C'est-à-dire que le désir, pour moi, est politique. C'est-à-dire que tout désir de changement social vient d'une sorte de force humaine où on a envie que les choses changent, on a envie qu'il y ait plus d'égalité. Puis ce désir-là, c'est la même force qui nous fait désirer les autres aussi, qui nous fait désirer la rencontre d'un autre corps, qui nous fait désirer sexuellement la jouissance, par exemple. Puis moi, là où c'est contrarié dans ce que j'écris, c'est que souvent, c'est des personnages qui évoluent dans une société, qui ont un désir de changement social, mais qui évoluent dans une société qui ne reconnaît pas ou qui censure leur désir individuel, leur désir souvent gay. Donc c'est ça la question que j'ai voulu poser avec les 2 livres que j'ai publiés à date, Tu aimeras ce que tu as tué, puis Querelle, c'est quelle relation il peut y avoir, ou comment un personnage qui voit son désir contrarié d'un point de vue intime peut se laisser porter par son désir d'un point de vue plutôt social. Puis ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que le désir de libération est présent dans les 2 formes de désir, finalement. Chez vous, Émilie Prophète, j'aurais presque tendance à dire que le désir, c'est le grand absent des villages de Dieu, le désir de cesser la flamme. Elle se prostitue au début pour gagner sa vie, et c'est comme si cette prostitution avait annihilé tout désir, même à l'avenir.
Célia a un côté cynique, je le reconnais. Mais Célia, ce sont des yeux. Ce sont des yeux, Célia regarde et nous dit, et à un certain moment, nous nous retrouvons peut-être tous et toutes à la place de Célia pour regarder, voir, sentir. Donc, tous les sens sont là. Et le désir, c'est quand Cannibal 2.0, chef de gang de son État, désire la compagne de son chef, qui l'assassine. Et après, Patience, la compagne de ce chef-là, se refuse à Cannibal 2.0. Donc, c'est un moment tragique où elle est enfermée, elle est gardée prisonnière parce qu'elle demande un petit temps pour se décider, parce qu'on ne dit pas non au chef. Et Patience, elle s'enfuit grâce à Pierrot. Cannibal 2.0 assassine Pierrot et il devient fou. Il est en train de chercher Patience. Donc, c'est ce désir-là, c'est ce désir voilà, qui n'arrive pas à être satisfait. Et le puissant chef de gang voit à la fois remettre en question sa puissance de chef, son autorité de chef, puisque, n'oubliez pas, les chefs de gang sont des tout-puissants. C'est-à-dire, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Donc, ils violent, ils tuent, ils malmènent tout le monde. Et cette femme, voilà, qu'il désire, ne veut pas de lui parce qu'elle se morfond de la mort du précédent chef de gang. Donc, et voilà, il y a ce désir inabouti et cette puissance qui rencontre le refus d'une femme. Donc là, c'est pour moi le désir, il est là, ce désir insatisfait, qui va finalement conduire à la perte de Cannibal 2.0, qui sera assassiné par Jules César. Autant chez vous, Kémine Lambert, il n'y a pas la présence de la police ou des autorités politiques pour contrecarrer les projets apocalyptiques de Fall d'Histoire et de ses camarades. Autant chez vous, Edouard Antonio Parra et Émilie Prophète, la police, les autorités politiques brillent par leur absence. Où sont-ils? Et est-ce que finalement, les cartels et les gangs ont poussé la terreur tellement loin que c'est leur projet qui devient le projet politique? Mais, en fait, Les Villages de Dieu, je pense que ce roman dont, enfin, que les gens ont bien reçu, dit exactement ce qui se passe depuis peut-être plusieurs années en Haïti, la toute-puissance des chefs de gang et les compromis souvent trop visibles qui existent entre les gens de pouvoir et les gangs. Parce que les gangs, voilà, les membres de gangs, ce sont des jeunes garçons. En général, ce sont des hommes, hélas, et qui ont été, voilà, et qui ont été appelés par des politiques pour les basses besognes. C'est-à-dire, quand il y a des élections, ils sont là pour terroriser la partie adverse. Et les gens d'argent aussi ont participé beaucoup à l'émergence des gangs, puisque ces garçons ils s'en servent pour protéger leur commerce, pour aller faire du mal aux concurrents, etc. Et ces chefs de gang, ces membres de gang, pas que les chefs, ce sont des jeunes garçons qui n'arrivent même pas à manger, qui sont en guenilles et souvent qui ont des armes qui coûtent 8 à 10 000 dollars qu'ils utilisent et pour lesquelles ils ont des munitions. Donc l'État, il y a eu trop de proximité entre l'État, particulièrement les parlementaires, sénateurs et députés et ces chefs de gang qui, à un certain moment, sont devenus autonomes et se comportent comme les chefs qu'ils sont, puisque le principe du pouvoir, le pouvoir, il est symbolique. Si vous pouvez terroriser celui d'en face, si vous avez les moyens de le faire plier, vous avez le pouvoir. Et c'est le cas aujourd'hui en Haïti. Les chefs de gang sont extrêmement puissants. Et la police est trop faible aujourd'hui pour affronter les gangs.
C'est la situation que nous vivons aujourd'hui en Haïti. Et les villages de Dieu, l'idée de ce livre m'est venue en 2014 parce que j'écoutais des jeunes garçons qui racontaient comment ils avaient assassiné un chef de gang parce que ce dernier ne leur donnait pas suffisamment de bière, ne partageait pas la recette des vols. Et j'étais dans ma voiture et il racontait, le jeune garçon, à la radio, et cela m'avait vraiment beaucoup frappé. Et j'ai senti venir cette grande violence. J'ai senti que nous étions à l'aube de quelque chose de très, très difficile en Haïti. Et de fait, depuis 2014, la situation n'arrête pas de s'aggraver. Et là, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait aujourd'hui, nous allons vers une disparition de l'État. Parce que aujourd'hui, les gangs sont mieux armés que la police. La police, elle est là. Et en mars 2021, oui c'est cela, les villages de Dieu la première parution de Les villages de Dieu a eu lieu au Québec en plein Covid, donc le livre il n'était pas encore très connu. En mars 2021, j'étais à Cotonou au Bénin et je prends des nouvelles d'Haïti. Il y avait des policiers qui étaient entrés au village de Dieu, le village de Dieu, pour mettre de l'ordre, je sais pas, et ces policiers ont été assassinés. Et ces jeunes garçons, membres de gangs, filmaient la manière dont ils torturaient les policiers. C'était des images absolument effroyables. Et tout le monde, il y a beaucoup de gens qui découvraient alors ce qui se passait dans ces quartiers populaires, dans ces quartiers dominés par les gangs. Et les gangs aujourd'hui ont une organisation tellement sophistiquée dans certains quartiers qu'ils arrivent même à établir des semblants de justice. Voilà, ils ont des cahiers dans lesquels sont notés certains faits. Voilà, vous avez volé telle chose il y a un mois, vous avez un dossier. Donc, il y a cette organisation-là et vraiment, et l'État est en train de faire face en Haïti aujourd'hui à un phénomène d'une rare violence, mais aussi un phénomène incontrôlable, voilà, qu'il n'arrive pas encore à contrôler, qu'il n'a pas encore les moyens financiers de contrôler. Parce que là, aujourd'hui, on est en train d'essayer d'armer la police, mais la police est vraiment plus faible aujourd'hui que les gangs. Chez vous, Edouard Antonio Parra, quelle place dans votre roman occupent les forces de l'ordre, l'armée, toute l'autorité publique? Bueno, es un poco como contaba la colega, ¿no? En México vemos el ejército en la calle, el ejército patrullando las carreteras y todo eso, pero cuando aparecen los brotes de violencia, cuando se enfrentan los cárteles del narcotráfico, nunca está el ejército, nunca está la policía, nunca llegan, ¿no? Brillan por su ausencia. De hecho, en México los cárteles de la droga han sustituido, en muchas regiones han sustituido las funciones del Estado, particularmente en el estado de Sinaloa, en la región de Sinaloa. El cártel de Sinaloa es el que pavimenta las calles en los pueblos, es el que lleva agua potable a los pueblos, es el que lleva la luz eléctrica a los pueblos, es el que construye las escuelas, es el que construye los hospitales. Obviamente la gente, la población, los protege muchísimo. Son cárteles muy violentos y sí llevan a cabo matanzas horrorosas, o sea, se apropian de una ciudad, y cuando esto ocurre el ejército y la policía brillan por su ausencia. Esto creo que es bastante elocuente en lo que se refiere a la relación entre la criminalidad y los políticos. Eh bien, effectivement, au Mexique, comme l'a si bien dit aussi Emily, quand il ne se passe rien, on voit l'armée ou la police qui patrouille dans les rues des villes ou sur les routes. Mais dès qu'il y a la moindre manifestation un peu violente des cartels, on ne voit plus un policier, on ne voit plus l'armée, ils brillent par leur absence, ils sont complètement cachés. À tel point que, bien entendu, maintenant, ces cartels de la drogue se sont substitués complètement à toutes les fonctions de l'État. Surtout le cartel de Sinaloa, là où se déroule mon histoire, dans la région de Sinaloa, presque frontière avec les États-Unis.
C'est eux maintenant qui ont pris en charge, par exemple, ils amènent l'eau potable dans des villages qui sont très reculés, ils ont installé l'électricité, c'est eux qui construisent des écoles et qui payent les professeurs, c'est eux qui construisent les hôpitaux et qui payent le personnel. Alors bien entendu, toute la population les protège, pour eux c'est des dieux, l'État n'existe plus et ils vont bien entendu intervenir dès qu'on va vouloir s'en prendre aux gangs. Ils sont extrêmement violents, comme l'a dit aussi Emily. Ils se donnent à des massacres, mais d'une cruauté sans nom. Ils s'approprient des villes entières et c'est maintenant eux qui les gèrent complètement. Donc maintenant, ils sont les maîtres de villes entières quand ce n'est pas d'État entier. Kevin Lambert, chez vous, il n'y a pas cette police ou cette armée, mais l'autorité, elle semble plus être symbolisée par l'école, et notamment par Madame Marcel, dont Fall d'Histoire a, je vous cite, envie de lui lancer une paire de ciseaux, de lui arracher ses petits yeux noirs et de les écrabouiller avec mes pères espadrilles guerriers de la vertu qui s'allument quand je cours. Quelle place elle tient l'école dans la révolte de Fall d'Histoire et de ses camarades? Ben, c'est ça, c'est un roman qui réfléchit à tous les rôles d'autorité envers lesquels les enfants sont placés. Puis j'ai essayé de montrer comment les enfants ils croient pas non plus à ces autorités-là. Puis c'est important aussi que les enfants aient un désir de révolte contre les autorités qui sont de toute manière toujours clownesques. L'autorité n'est jamais fondée. Dès qu'on voit l'autorité s'exercer, dès que la professeure entre dans la classe, d'ailleurs, les enfants se mettent à rire, ils l'insultent, puis ils prennent une sorte de plaisir jouissif à insulter la maîtresse, puis à dire des mots méchants, puis à imaginer la torturer. Parce que je pense que c'est ça, j'avais envie de montrer comment... Moi, je vois vraiment les enfants comme ça, comment les enfants voient le caractère des fois injuste puis illégitime de l'autorité comme elle s'exerce dans les sociétés puis les institutions qu'on connaît. Puis c'est malheureux qu'on n'ait pas trouvé d'institutions scolaires où l'autorité, disons, circule différemment ou apparaissent différemment. En tout cas, moi, dans les écoles où j'ai étudié, j'ai vraiment eu des professeurs absolument tyranniques qui incarnaient un modèle d'autorité répressif, qui empêchait l'expression individuelle des élèves. Puis donc, face à ce modèle d'autorité-là, on peut juste être en colère ou vouloir décompresser, disons, en s'imaginant, c'est ça, la torturer ou lui faire mal. Puis c'est ça, j'avais aussi envie d'explorer ce caractère drôle-là qu'il y a dans cette manière de relâcher la pression par la parole. Merci. J'ai eu la chance d'introduire aujourd'hui 3 romans absolument saisissants, 3 livres qui, je pense, je dois le dire, avant tout, procurent une émotion. Alors ça ne veut pas dire que la maîtrise de la langue, la maîtrise grammaticale et du vocabulaire n'est pas là, bien au contraire, mais quand même, je pense qu'avant tout, dans ces 3 romans, c'est l'émotion que je retiens plusieurs semaines ou mois après avoir lu les livres. Et je pense que c'est cette émotion, peut-être le plus important en littérature, en tout cas celle qui fait à la littérature passer les époques, les pays et les âges. Alors voilà, je pense que je ne serai pas le seul à être ému par vos livres. Et merci pour ces livres et merci pour votre présence. Merci. Merci à Simon aussi. Très belle interview, Simon. Et je dois vous dire quand même qu'on a parlé beaucoup de violence, on a parlé de gangs, on a parlé de victimes, etc. dans chacun de vos livres. Mais sachez qu'il y a toujours des petits moments de tendresse qui font vraiment du bien. Donc je rappelle les titres des livres. Alors et puis il y a même des moments drôles. Hein. Les villages de Dieu, tous les noms bibliques que l'on trouve ou alors les Jules César, etc. que l'on croise à travers le livre d'Emily Prophète qui est paru chez Mémoire d'Encrier, qui s'intitule les villages de Dieu. Le nouvel Attila, c'est le livre de Kevin Lambert, Tu aimeras ce que tu as tué. Quelle imagination quand même. Et les prénoms aussi, les prénoms des personnages sont assez particuliers aussi, étonnants. Voilà. Et puis le livre d'Eduardo Antonio Parra, pardon, j'ai pas redit le titre, si, Tu aimeras ce que tu as tué, le nouvel Attila.
Et puis le livre d'Eduardo Antonio Parra, El Eden, qui est paru aux éditions Zulma. Là aussi, il y a, alors c'est plus l'histoire de victimes de gangs que de gangs qui voilà, c'est plus l'histoire des victimes qui se raconte. Et il y a une très belle, quand même, très belle relation entre le personnage et son professeur. C'est un très beau moment aussi.